L'académie travaille pour amener des joueurs en première équipe. On ne sait pas qui va arriver à être footballeur. Après le football, il y a une vie qui dure encore à peu près 35 ans avant d'être à la retraite. Quelle qualité, selon toi, un joueur aujourd'hui dans le football devrait avoir? Je pense que le jeu demande beaucoup de choses et le joueur peut avoir plein de caractéristiques différentes, peu importe. L'important, c'est qu'il mette ces caractéristiques-là à disposition de l'équipe et toujours avec une attitude de faire les choses au maximum. Si on part déjà avec ces deux points-là, je pense qu'il y a déjà une bonne possibilité d'arriver dans le milieu du football. Il y a des joueurs qui n'ont pas forcément eu les meilleures qualités, mais qui ont fait des sacrées carrières. Et ça, je pense que c'est important pour les jeunes et les familles de le savoir. C'est pas parce que j'ai énormément du talent que j'y arriverai. Pourtant, il y a plein de talents qui jouent dans les ligues inférieures. Est-ce qu'il s'agit de chance? Il y a aussi un facteur chance, il ne faut pas le cacher. On l'a dit avant, il y a une partie chance, il y a une partie travail, il y a une partie mauvais moment. Il faut respecter tout simplement les moments et les temps d'une carrière. Quel conseil donnerais-tu à un jeune qui aspire à intégrer l'académie, qui se développe d'année en année? D'utiliser chaque minute qu'il est sur le terrain avec nous au maximum. Il y a beaucoup d'énergie qui est dépensée de la part des jeunes pour venir ici 4-5 fois par semaine. Il y a beaucoup d'énergie qui est employée sur le terrain par ces jeunes-là. Je trouve par moments bête de ne pas le faire à 100%. De notre côté, on essaye vraiment de faire la chose le plus professionnel possible. On a toujours encore des marges de progression. On va s'améliorer en tant que structure, qu'éducateur. Mais à la fin, l'acteur principal, le point central du projet, c'est le jeune et c'est le joueur. Donc si lui, il exploite chaque minute au maximum de quand on est là, il aura beaucoup plus de chances d'atteindre son rêve. Toujours être à fond. C'est facile à dire parce qu'on n'est pas toujours à 100%, mais même si aujourd'hui je suis fatigué et que j'ai que le 50% de mon potentiel, il faudra que je fasse le 100% de ce 50%. Pour ceux qui sont déjà à l'académie, quelles sont les valeurs que vous leur transmettez? On a construit des valeurs qui sont importantes pour nous avec les coachs en début de saison. Nous voulons une communication transparente, simple, qui donne confiance à tous les acteurs de ce projet. Le respect, tout le monde le met comme valeur, c'est évident, mais après il faut encore déterminer qu'est-ce que ça veut dire le respect. Nous avons mis le plaisir comme valeur. Ça reste un jeu, le football. Avoir du plaisir. Par moments, il y a des courses à faire qui sont chiantes, difficiles à faire. Je suis fatigué, il fait froid, je viens de faire 77 minutes de jeu et encore il faut faire 80 mètres de sprint. Oui, mais après, à la fin de ce sprint, je sauve un but et là, j'ai du plaisir. Donc même dans le travail dur, en rentrant à la maison, fatigué, j'ai le plaisir d'avoir travaillé et je sens que mon corps a travaillé. Pour moi, ça, c'est aussi important. Le plaisir, il est avant, pendant et après. Et qu'entre deux, il faut toujours suivre un petit peu. Mais moi, j'estime que quand on fait un job, une activité avec plaisir, elle pèse pas. C'est toujours plus sympa de faire les choses avec le sourire, le plaisir et la volonté de faire quelque chose qu'on aime. J'ai souvent tendance à dire aux jeunes avec lesquels je collabore, quel est le prix que tu es prêt à payer pour ton rêve? Parce que tout rêve a un prix. D'où je viens, certains partent de là-bas, qui ont la même passion que nous, ils rêvent de vivre les émotions comme nous les avons vécues, ou à des niveaux plus élevés. Ils payent toujours un prix. Le prix de quitter sa famille, de ne pas savoir si un jour ils vont pouvoir repartir, s'ils vont arriver. Est-ce que, au final, pour un jeune joueur qui aspire à être footballeur, il ne faut pas qu'il paye le prix? Sacrifice, prix, pour moi, ce sont des mots un peu forts, mais je comprends tout à fait la réflexion qu'il y a derrière et elle est vraie. Qu'est-ce que je suis prêt à faire aujourd'hui pour atteindre ce but-là? Et tout doit être pesé et mis sur la balance parce que pour certains, quitter la famille, c'est quelque chose de très dur. Ça vaut pas la peine. Pour d'autres, c'est peut-être un peu moins grave. Le fait de revenir après avec un statut de footballeur, c'est peut-être aussi source d'orgueil et de fierté pour la famille même. Nous sommes tous différents. Adapter le projet de chacun est une sensibilité et une volonté claire de ma part parce qu'on doit pouvoir offrir à chacun la meilleure solution possible. Penses-tu, avec toute ton équipe, développer ces joueurs pour qu'ils puissent arriver aux objectifs que vous vous êtes fixés? Ils sont parfois individuels et parfois collectifs. L'objectif principal est individuel, ça correspond aux joueurs. Après, il y a des évolutions collectives qui correspondent plutôt à la philosophie de jeu, à la façon dont on a envie de jouer. Je ne dirais pas que nous avons des objectifs avec les coachs très clairs. Pour moi, objectif égal à un certain jour, on doit avoir réussi quelque chose. Or, dans le football, dans l'évolution humaine, c'est compliqué parce que par moment, il faut un peu plus de temps, un peu moins de temps. Par contre, nous avons une voie qui est claire. On veut jouer d'une certaine façon, on veut développer des programmes individuels pour les joueurs, que ce soit de force ou technique, et on veut permettre aux joueurs d'atteindre leurs rêves. Ça, c'est la voie, elle est dessinée, elle est là. Est-ce qu'on y arrive en 3 ans? J'espère. En 2 ans, je serai content. Est-ce qu'on y arrive en 4? Je serai tout aussi content parce que ça voudra dire qu'on aura fait quelque chose de bien pour la jeunesse vaudoise. On revient toujours au côté individuel. Certains disent que c'est le sport collectif le plus individuel au monde. Mais aujourd'hui, la réalité, c'est que moi, je suis en formation, et je travaille avec des jeunes, et puis il y a 1, 2, 3 jeunes par volet qui vont arriver à être pros. C'est obligatoire pour moi de déplacer le curseur des coachs entre
entre attention collective, ça c'est le pro, c'est l'entraîneur pro, c'est Ludo aujourd'hui, et développement individuel, ça c'est notre job. Nous devons former des joueurs avant de former des équipes. Est-ce qu'il y a une relation entre l'académie avec la première équipe et quel est le type d'accompagnement que vous avez mis en place, vous mettez en place pour pouvoir permettre à ceux qui sont à la sortie de l'académie vers l'entrée de la première équipe? La relation entre la première équipe et l'académie, elle est fondamentale parce que l'académie travaille pour amener des joueurs en première équipe, mais quand ils arrivent en première équipe, ils ne sont pas forcément prêts sur tous les aspects. Il faudra encore un temps d'adaptation et un temps de développement. Donc si on n'a pas cette relation étroite entre première équipe et académie, il y a une forte chance que le projet ne fonctionne pas. Aujourd'hui, nous avons une très bonne relation entre l'académie et la première équipe, ou je dirais même les premières équipes, parce que nous avons aussi le partenariat avec Yverdon, Stade Lausanne, Vevey et Stade Lyonnais. Cette dynamique-là, elle fonctionne très bien. Je pense que c'est nécessaire avoir quelqu'un dans le staff de la première équipe qui est sensible à la formation des jeunes, parce qu'on ne peut pas entraîner le jeune qui intègre la première équipe de la même façon que l'ancien joueur de 34 ans d'expérience qui est là. Donc il faudra toujours, encore une fois, une réflexion individuelle de qu'est-ce qu'il a besoin encore ce jeune-là, malgré qu'il est déjà en première équipe, pour continuer à se développer. Et pour ça, la relation académie-première équipe est fondamentale. Les échanges avec le coach et les collaborateurs du staff de la première équipe sont fondamentaux pour pouvoir terminer la formation et intégrer vraiment à 100% au bout de 1 ou 2 ans le joueur en première équipe. À quel moment penses-tu discuter avec l'entraîneur de la première équipe, dire voilà, je pense que lui, il est prêt? Quand j'ai compris les attentes du coach de la première équipe, une fois que j'ai clairement intégré qu'est-ce qu'il attend d'un joueur de la première équipe, j'ai la possibilité de mettre mon barème à moi et dire ah, ce jeune joueur-là des 21 ou des 19, il est très proche de la première équipe. Je peux commencer à souffler le nom au coach de la première équipe pour dire bientôt il faudra intégrer de temps en temps ce joueur-là pour voir où est-ce qu'on le situe. Et puis après, il faut des moments pendant la saison, notamment les pauses internationales, pour permettre aux jeunes de venir se confronter un petit peu avec les pros. Je dois dire que la collaboration cette année, elle est vraiment magnifique. On l'a fait déjà 2 fois lors des 2 premières trêves internationales. En match interne? Aussi, en match, pas forcément interne, mais un match amical, de façon à voir où est-ce qu'il se situe par rapport à des pros. À quel moment vous déterminez que vous avez réussi? Voilà, cette saison, on a atteint l'objectif. Parce que je pense que chaque saison, vous fixez un objectif par saison. Lorsque le président aura en 30% du budget qui vient de produits issus de l'académie. Non, je pense que quand on dit d'ici 5 ans, on aimerait avoir 1/3 de l'effectif de la première équipe issu de l'académie, ça veut dire 6-7 joueurs dans le contingent en début de saison, c'est quelque chose de réalisable. Là, on saura qu'on aura fait du bon boulot. Est-ce que l'académie encourage les jeunes qui font partie au sport-études? Il y a un accompagnement par rapport à ça ou il y a un programme? Les pousser à finir une formation, c'est important parce qu'on ne sait pas qui va arriver à être footballeur. Après le football, il y a une vie qui dure encore à peu près 35 ans avant d'être à la retraite. Il y a le danger de blessure. Du coup, on doit interrompre une carrière et puis on doit faire autre chose. Et puis, tout simplement parce que la formation, elle est importante. Donc, nous, on pousse nos joueurs à vouloir continuer les études ou la formation professionnelle. Il y a des mesures qui sont en place. J'avoue qu'on est en train de réfléchir à améliorer ça. On aimerait s'entraîner un peu plus tôt. Nous discutons tranquillement avec les autorités pour améliorer ça, parce que je pense que c'est un facteur important. Mais à l'heure actuelle, ça se passe comment? Ça se passe bien. Il y a des cantons qui sont mieux que nous. Il y a des cantons qui sont comme nous. La réflexion, elle est posée. Elle est en cours pour améliorer ça aussi. Comment l'académie collabore avec d'autres institutions pour rester à jour avec les dernières évolutions? Est-ce qu'il y a, par exemple, un coach mental? Nous avons ici à Lausanne des structures autour de nous qui sont reconnues au niveau européen. Je pense à l'université, à d'autres structures qui sont reconnues et sur lesquelles nous voulons nous appuyer. On ne peut pas avoir toute l'expertise à l'interne. C'est avec plaisir qu'on se retourne vers l'extérieur et on est attentif et à l'écoute toujours de pouvoir collaborer avec ces entités-là pour améliorer notre formation. Quel est le coach qui t'a marqué depuis l'école de foot? Tu peux citer jusqu'à ce que tu sois pro, jusqu'à la fin de ta carrière en tant que joueur. Ça serait réducteur de citer un nom, parce que j'ai eu des coachs que personne ne connaît, qui ont été très importants pour moi lorsque j'étais plus petit. Et après, il y a des coachs qui ont été très importants pour me lancer dans le monde pro, et d'autres qui m'ont extrêmement stimulé dans le travail que je fais aujourd'hui. Moi, je suis très reconnaissant à tous ceux qui m'ont aidé à me développer, tous ceux qui m'ont donné la chance de pouvoir faire du foot et de passer pro par la suite. Donc, une grosse affection vis-à-vis de ceux qui ont travaillé avec moi, et même certains dirigeants. J'ai des dirigeants dont je me rappelle, président junior à l'époque, au Tessin, qui m'ont extrêmement marqué par leur côté humain. Et par moments, quand je me retrouve face à des familles ou en train de discuter avec un jeune, je pense à eux. Alors qu'ils n'étaient pas du tout professionnels. Avec mon expérience à IB, j'ai connu des dirigeants de football modernes qui m'ont extrêmement appris. Les deux font partie de ma vie et je m'inspire énormément chaque jour. Tu as été défenseur central.
où nous avons été défenseur central. Quel regard as-tu avec l'évolution de ce poste? Si tu penses à mon joueur préféré de l'époque, Franco Baresi du Milan, et comment joue Van Dijk aujourd'hui, vous voyez déjà que il a 15 cm de plus que l'autre, il a à peu près 25 kg de plus. Par contre, il a une explosivité incroyable, une vision du jeu, une attention dans tous les moments du match qui est incroyable. Et après, il y a l'adresse technique qui est là aujourd'hui. Par moments, on pouvait avoir des défenseurs centraux qui étaient là, juste là pour empêcher l'autre de marquer. Aujourd'hui, comme tout autre rôle, c'est un joueur complet, le défenseur central, c'est-à-dire celui qui est capable de défendre, attaquer, de lire les situations, peut être très bon sur les balles arrêtées, que ce soit offensif ou défensif. Donc c'est une évolution totale. Une anecdote particulière à raconter dans ton parcours de joueur et de coach? Oh, il y en a tellement. Et ce que je retiens de façon la très sympa dans ma tête, c'est surtout ce qui se passe dans le vestiaire et dans les moments où tu es en déplacement à l'hôtel, en cas d'entraînement. Parce que j'ai énormément de relations encore avec des anciens coéquipiers. Et c'est toujours avec beaucoup d'affection et de sympathie qu'on se rencontre. Donc c'est peut-être le côté qui m'a beaucoup plu dans ma carrière de joueur.